Aujourd'hui, vous le savez tous, les syndicats, les employeurs, les juristes, mais aussi les politiques sont en train de réfléchir à la manière d'encadrer cette nouvelle forme de travail. Et chacun, d'une certaine manière, poursuit son propre agenda. Les employeurs ont pour objectif de maintenir, voire même si possible, d'augmenter la productivité au travail, mais aussi de maintenir le lien de leurs salariés avec l'entreprise. Les juristes, quant à eux, ont pour objectif de veiller à ce que les mêmes droits soient garantis pour tous, que les salariés soient en présentiel ou en télétravail, mais aussi de faire évoluer le droit du travail tout en maintenant ce qu'on peut appeler son esprit, pour reprendre l'expression d'Alain Supiot, qui dans l'un de ses livres qui s'appelle L'Esprit de Philadelphie, rappelait que les accords de l'Organisation internationale du travail de 1944 avaient comme esprit l'idée à la fois d'une protection du travail et aussi d'un accompagnement du progrès social. On peut dire qu'aujourd'hui, les juristes spécialisés en droit du travail ont toujours en tête ce double objectif. Les syndicats, quant à eux, ont pour vocation d'obtenir des accords cadres qui vont permettre aux délégués syndicaux de chaque entreprise de négocier dans les meilleures conditions, mais aussi de maintenir les acquis sociaux obtenus par le passé et éventuellement d'obtenir de nouveaux droits. Quant aux politiques, évidemment, cela dépend des obédiences politiques, mais ils ont en gros pour objectif d'encourager la croissance, ça c'est essentiel, de réduire le chômage, ou en tout cas d'empêcher qu'il n'augmente. En cette situation, pendant la période de crise que nous vivons, c'est sans doute malheureusement l'horizon que nous avons devant nous, mais aussi pour beaucoup dans les États, dans les sociétés néolibérales dans lesquelles nous vivons, de réduire les investissements publics. Et le télétravail peut être, bien entendu, un moyen pour atteindre cet objectif, que l'on réfléchisse à ce qu'il peut représenter dans les facultés ou dans d'autres infrastructures publiques. Alors, le premier point, le point de départ de la réflexion que je vous propose, c'est de nous demander quel est notre agenda à nous, télétravailleurs. J'en ai identifié 3. J'espère que vous vous sentirez confortable avec ces 3 objectifs qui sont évidemment très larges et puis sur lesquels on pourra bien sûr revenir dans la discussion qui suivra. Le premier, on l'a évoqué la semaine dernière et ça revient assez régulièrement quand on évoque les avantages du télétravail, c'est la question du bien-être, du confort, de l'équilibre personnel et plus largement de l'épanouissement personnel au travail. Donc ça, disons que ça va être un premier objectif que l'on peut assigner au télétravail. Le deuxième, alors est plus large, c'est peut-être celui de l'accomplissement collectif, l'accomplissement collectif du projet d'entreprise notamment, donc avec toute la question qui vont être soulevées autour du maintien des liens entre les travailleurs au télétravail. Mais au-delà de cet accomplissement du projet d'entreprise, peut aussi être évoquée la question du maintien des solidarités et des actions, voire même des luttes collectives au travail, avec pour objectif final le progrès ou l'émancipation, qui sont toujours, je dirais, un horizon quand même du travail que nous pouvons avoir les uns ou les autres, que nous soyons d'ailleurs ou non syndiqués ou militants. Enfin, dernier objectif, et à chaque fois j'élargis la focale, celui d'une société juste. En tant que citoyens, nous sommes travailleurs, mais le travail n'est que l'une des facettes de notre vie de citoyen. Nous pouvons avoir évidemment à l'esprit la question du maintien du lien social, la question du maintien d'une certaine forme d'égalité, ou en tout cas de lutte contre la multiplication des inégalités, la question de la liberté qui s'opposerait au surcontrôle, et puis plus largement la question de l'écologie, de la viabilité de notre travail et donc de la manière dont le télétravail peut contribuer ou non à cette viabilité. Donc, ce que je vous propose là, c'est d'essayer de rentrer dans chacun de ces grands objectifs en nous demandant, d'abord, comment le télétravail peut contribuer à l'épanouissement des télétravailleurs, donc contribuer à leur bien-être, à leur confort, à leur équilibre personnel. Ensuite, deuxièmement, nous verrons comment le télétravail peut contribuer à la vie collective et au progrès social.
Et enfin, nous nous demanderons comment le télétravail peut contribuer à bâtir une société plus juste et plus écologique. Donc, vous allez le voir, cette séance sera un petit peu particulière puisqu'à chaque fois, j'évoquerai l'enjeu que nous nous posons, les problématiques peut-être que soulève le télétravail et j'essaierai de vous proposer quelques pistes pour y remédier, pistes sur lesquelles j'espère peut-être plutôt à la fin de l'exposé. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes si vous avez des idées, si vous souhaitez réagir. Vraiment, là, l'objectif de cette séance, c'est qu'elle soit le plus interactive possible. Alors, première question, comment le télétravail peut-il contribuer à l'épanouissement des travailleurs ? Nous avons vu, et ça a été évoqué, y compris par certains d'entre vous, que le télétravail recelait évidemment des aspects positifs, et notamment en termes de bien-être individuel, puisqu'il peut apporter à certains plus de confort, plus d'autonomie, et même peut-être un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie personnelle. Alors commençons par la question du confort. Et effectivement, ça a été d'ailleurs évoqué très bien par une intervenante la dernière fois. Quand on travaille dans des bureaux laids ou inconfortables ou même déracinants, comme on a vu que pouvaient l'être les open space ou les flex office, eh bien, on est peut-être plutôt mieux chez soi. De la même manière, on peut vivre le télétravail comme un moyen de réduire le stress qui pouvait être lié au temps passé dans les embouteillages ou bien à essayer de gérer des relations parfois conflictuelles avec les collègues. Donc voilà pour les aspects positifs, souhaitables du télétravail. Alors j'identifie quand même peut-être deux problèmes que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est celui de l'inégalité des chez-soi, puisque évidemment, nous n'avons pas tous le même domicile et que certains bénéficieront d'espaces, de tranquillité, de calme, quand d'autres, au contraire, vivront dans des espaces plus réduits. Donc, il y a quand même cette question qui est posée d'inégalité entre les télétravailleurs liée tout simplement à la différence de domicile entre chacun. Deuxième problème que j'identifie, alors là, c'est plus, je dirais, une question de principe, mais c'est que quand on évoque l'agrément que pourrait représenter le fait de ne plus avoir de conflit avec ses collègues au travail, on soulève quand même une question qui est qu'est-ce qu'une vie sociale privée de conflit ? Est-ce que les conflits ne font pas au contraire partie de la vie sociale et qu'est-ce qu'un travail qui, d'une certaine manière, n'est plus dérangé par les autres ? Est-ce que finalement, l'un des intérêts du travail ne réside pas précisément dans le fait d'être dérangé, surpris, contredit, et est-ce que la créativité au travail, tout simplement, ne dépend pas de ces contradictions qui parfois effectivement peuvent être conflictuelles, mais qui ne sont jamais insurmontables, ou quand elles le sont, c'est quand même très très rare. Donc voilà, est-ce que le fait d'être exempté de ces conflits est-il vraiment un progrès en soi? C'est une question en tout cas qui mérite d'être posée. Quelques pistes, quelques solutions, puisque je vous l'avais promis, cette fois-ci, on va essayer d'identifier derrière chaque problème des réponses, une forme de positivité pour contrebalancer la négativité des deux premières séances. Alors d'abord, pour ce qui concerne la question des inégalités de bureau, je vous propose d'abord ce qui est certain, on le voit dans les accords qui sont en train d'être discutés entre les différents acteurs économiques, le télétravail devra se faire sur la base du volontariat. Donc il est assez clair, je pense, et cela est valable sans doute pour l'ensemble de l'Union européenne, que des travailleurs qui ne souhaiteraient absolument pas travailler chez eux sous différents prétextes, mais y compris sous le prétexte que chez eux, ça n'est pas confortable et ça n'est pas un lieu dans lequel ils ont envie de passer la journée, eh bien ceux-là pourront refuser de télétravailler. En tout cas, c'est le sens des accords qui ont été conclus en France entre les différents syndicats. D'autre part, le télétravail, s'il est pérennisé et une fois que la pandémie sera passée, ne sera pas, on l'a déjà évoqué, ne sera pas un télétravail full remote, mais hybride, ce qui pourra quand même, je dirais, contrebalancer ce problème d'inégalité que nous avions évoqué. Mais on pourrait aussi imaginer
que les open space étant amenés à disparaître progressivement, pourraient s'ouvrir de nouveaux espaces de travail qui pourraient être des espaces de coworking, qui pourraient pourquoi pas être financés par plusieurs entreprises qui mettraient en commun, je dirais, leur financement, mais aussi leurs travailleurs, ou bien tout simplement par les pouvoirs publics. On peut très bien imaginer que les pouvoirs publics ouvre près de chaque télétravailleur eh bien, des espaces publics, encore une fois, pourquoi pas gratuits, dans lesquels ils vont pouvoir télétravailler hors de chez eux. C'est une hypothèse que j'ouvre avec vous. Voilà pour la du confort. Ensuite se pose. Ensuite, on peut évoquer ensemble la question de l'autonomie. Le travail à distance nous donnerait une plus grande liberté de notre temps, la possibilité d'aménager l'articulation entre sa vie privée et sa vie personnelle de façon plus équilibrée, donc nous rendrait plus autonomes. Je voudrais juste, à ce stade, faire une très courte digression sur l'origine du mot autonomie, qui, mais vous le savez certainement, vient de l'association des mots auto et nomos. Donc, auto à moi et nomos la loi. L'autonomie, c'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi. C'est le mot-clé de la modernité, hein, depuis, je dirais, le XVIIIe siècle. D'ailleurs, c'est un mot qui apparaît à cette époque-là. Et dans nos sociétés démocratiques, dans nos États de droit, il va de soi que nous n'acceptons plus de lois descendantes qui viendraient de l'extérieur, qu'elles viennent de Dieu, de la nature, voire même de notre tradition. Et parfois, nous remettons même en cause eh bien, le pouvoir d'autorité de nos propres managers. Et donc, c'est vrai que la notion d'autonomie est aujourd'hui notre idéal et probablement le mot qui décrit le mieux notre époque et ce que nous voulons être. Eh bien, c'est au nom de cette valeur, de ce terme-là, l'autonomie, que le télétravail a été pour beaucoup vécu comme extrêmement profitable puisqu'il nous permettrait d'augmenter notre autonomie. Alors, nous avons vu la dernière fois que pour ce qui concernait l'articulation, je dirais entre la vie privée et la vie personnelle, c'était peut-être pas si évident que ça, mais on va y revenir tout de suite. Mais moi, je voudrais soulever là d'autres problèmes liés à cette question d'autonomie, si on l'entend comme un synonyme de liberté, si vous voulez. D'abord, le premier problème, c'est que avec le télétravail, on risque d'assister à une nouvelle forme de contrôle du travail. On a très peu évoqué cet aspect-là jusqu'à présent, mais les nouvelles technologies, enfin les technologies qu'on utilise tout simplement pour télétravailler, eh bien, permettent de surveiller d'extrêmement près les travailleurs. Vous savez qu'il y a des logiciels qui intègrent des mouchards qui permettent de vérifier d'abord que physiquement le télétravailleur est bien là, mais aussi de regarder comment il manipule sa souris, de voir également sur quel site il se rend. Enfin, il y a très peu de choses qui pourront être à l'avenir aux employeurs quand on travaille sous cette forme-là. Alors évidemment, tout ça est régulé, hein, il y a des autorités publiques qui vérifient le respect notamment de la vie privée, mais voilà, il n'y a pas d'évidence entre la généralisation du télétravail et une plus grande autonomie des télétravailleurs du fait même de ces moyens de contrôle qui sont contenus dans la technologie que nous utilisons pour travailler. Ensuite, plus largement, alors c'est peut-être un problème français, vous me direz, mais en tout cas, en France, c'est une certitude, la culture managériale n'est pas tout à fait, je dirais, mature pour justement laisser davantage d'autonomie aux télétravailleurs. La notion de confiance entre les employeurs et les salariés est encore complexe. Et donc, il est sans doute, enfin, il est probable qu'il va falloir faire évoluer le management, la culture managériale, que tout cela va passer par des formations et par une sorte de petite révolution culturelle pour permettre justement aux managers eh bien, de donner plus de lest aux télétravailleurs pour les laisser un peu plus maîtres de leur mission depuis chez eux. Mais là encore, tout cela va se confronter à une difficulté supplémentaire, alors qui est liée là directement à la pandémie, mais que je voulais partager avec vous parce qu'elle n'est pas sans poser de problème. En France, en tout cas, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste des pays européens,
la pandémie a été de pair avec l'extension du droit de surveillance de l'employeur, qui, je vous le rappelle, est responsable des risques sanitaires et psychosociaux de ses employés au travail. Donc ça, c'était déjà le cas en présentiel. Il y a une obligation de veiller au bien-être sanitaire de ses employés, mais qui du coup est maintenue à distance et qui pose évidemment la question pour l'employeur de savoir comment garantir cette responsabilité. S'ils sont responsables, il va bien falloir qu'ils surveillent leurs salariés en télétravail et qu'ils surveillent notamment qu'ils aient une bonne hygiène, une bonne assise, mais aussi ça peut aller jusqu'à des questions du type est-ce qu'ils consomment des psychotropes dans leur domicile. Enfin, vous voyez que ça peut aller très très loin. Et là, ça ne vient pas ça ne viendrait pas d'une volonté de contrôle de la part des managers, mais ça vient tout simplement du droit du travail qui, encore une fois, rend responsable l'employeur de la santé physique et psychique de ses salariés. Donc vous voyez que cette autonomie qui pourrait, dont on se dit que le télétravail pourrait favoriser l'autonomie, elle risque d'être, de se confronter à ces difficultés d'augmentation de surveillance, d'augmentation de contrôle pour diverses raisons que je viens d'évoquer là. Alors bien sûr, là aussi, il existe des solutions pour éviter de tomber dans un excès de contrôle. D'abord, j'en parlais tout à l'heure, le contrôle des autorités de régulation, donc en France c'est la CNIL, mais qui donc vont veiller au respect de la vie privée des travailleurs. Peut-être aussi l'instauration d'un droit à la déconnexion qui permettrait aux travailleurs quand même à certains moments de la journée de ne plus être vus et surveillés par leur employeur. Évidemment, ça va passer par une formation des managers, mais au-delà, peut-être que finalement, ce qui va être remis en cause, c'est tout simplement la notion de subordination qui, dans le droit du travail français, est essentielle pour définir la relation entre un employeur et son salarié. Est-ce que l'on va vers une redéfinition du salariat avec, je dirais, la mise en place davantage centrale de la notion d'autonomie? Est-ce qu'on va voir disparaître la notion de subordination? Mais dans ce cas-là, comment éviter des abus? Comment éviter que ce soit une sorte de droit du travail au rabais qui émerge? Toutes ces questions, évidemment, sont en débat dans la communauté, je dirais, des juristes et des experts du droit du travail dans l'ensemble de l'Union européenne, mais elles ne sont pas minces. Et vous voyez bien que va soi dans le lien entre le télétravail et l'autonomie. J'en arrive au troisième point concernant notre première partie sur l'épanouissement personnel lié au télétravail. Est-ce que par le télétravail, on va pouvoir avoir une meilleure articulation entre la vie privée et la vie personnelle? Alors déjà, nous avions évoqué tous les problèmes, je dirais, un peu existentiels, presque philosophiques que pouvait poser le télétravail, avec notamment cette indifférenciation entre la notion de loisir et la notion de travail, et cette indifférenciation des temps de la vie qui risquait d'être envahie entièrement par le travail. L'un de vous a eu cette phrase que j'ai notée qui est très qui identifie bien le sujet. Je ne sais pas si je travaille chez moi ou si je vis au travail. Bon, c'est quand même cette expérience à laquelle chacun de nous est confronté aujourd'hui et continuera de l'être si le télétravail se généralise. Alors, comment s'assurer de toujours rendre visible le télétravail pour retrouver une forme d'étanchéité entre la vie pro et la vie personnelle? Comment aussi mesurer le télétravail? C'est une vraie question, puisque il va falloir le compter, ce travail, pour pouvoir le payer justement. Et comment aussi éviter une forme d'auto-exploitation dont nous avons vu que le sujet performant que nous sommes devenus, ce sujet qui ne répond pas à l'impératif du « tu dois », mais à l'impératif beaucoup plus tyrannique du « je peux, donc je dois », comment ce sujet performant va-t-il éviter de s'auto-exploiter au travail?
Alors là aussi, je vous propose quelques pistes. J'espère que vous aurez aussi des éléments à apporter dans le débat. Bien entendu, le droit à la déconnexion est là encore un élément très très important pour cloisonner ces temps de vie. Donc les syndicats là encore sont en train d'en discuter. Moi, je vois quand même un écueil dans cette histoire du droit à la déconnexion, c'est que le risque, c'est qu'on soit amené à découper, je dirais, la journée en petits compartiments extrêmement serrés et que finalement, eh bien, on se dise, eh bien, voilà, on est négocié avec son employeur, j'ai le droit de me déconnecter entre, mettons, 11h30 et midi, puis entre 14h et 15h. Enfin, voilà, qu'on ait des plages horaires comme ça extrêmement programmées et qui risque d'aller dans le sens d'une aggravation de la tâche chronisation dont nous avons vu qu'elle procédait d'une logique du calcul. Vous voyez, ce rapport au temps, un temps compartimenté, un temps prévu à l'avance, un temps programmé à l'avance, ça ne va pas forcément dans le sens d'un meilleur épanouissement au travail. Mais bon, c'est aujourd'hui peut-être la seule solution, en tout cas, pour éviter cette dilution entre la vie professionnelle et la vie privée. Former, pourquoi pas aussi, les télétravailleurs aux dangers de l'auto-exploitation. On reçoit des tas de formations qui sont annexes à nos compétences dans nos métiers, des formations sur le savoir-être notamment, qui se sont beaucoup développées au cours des dernières années. Bien, il me semble que la lutte contre l'auto-exploitation fait partie des savoir-être d'un travailleur en ce 21e siècle. Et puis voilà, au-delà de la formation, la question de l'esprit critique, de maintenir quand même chez les travailleurs un esprit critique qui fait qu'à un moment donné, ils savent s'arrêter de travailler, considérer que ils ont fait leur temps et que leur tâche éventuellement peut être reportée au lendemain. Voilà, toutes ces questions nous amènent à celle peut-être plus large de la question du travail comme progrès social et finalement à cette deuxième partie qui est comment le télétravail peut-il contribuer au progrès social et donc à la vie collective. Nous avons bien vu que cette question n'était pas simple. On a aujourd'hui évoqué l'ensemble des difficultés qui sont liées au travail en général et qui, par une tendance à l'individualisation, vont à l'encontre des collectifs dans le travail. Et ça passe notamment par, vous vous souvenez, de nouvelles dualisations, et notamment la question de la disparition des solidarités au travail. Alors, première question que je vous propose, comment d'abord éviter de nouvelles inégalités et de nouvelles dualisations du travail liées à cette modalité nouvelle qu'est le télétravail. Il me semble que d'abord, la dualisation principale qui existe, que génère le télétravail est la distinction entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Nous avons vu que le télétravail concernait autour de 30% des actifs dans l'Union européenne. Donc, c'est un chiffre important, mais c'est un minoritaire. Et c'est vrai que si l'on considère le télétravail comme un nouveau droit, un nouvel acquis social, alors se pose la question de la justice sociale, puisque évidemment 70% des actifs ne pourront pas bénéficier de ce nouvel acquis social. Alors, il me semble que c'est une question que les pouvoirs publics mériteraient de s'adresser et que peut-être il faudrait contrebalancer ce nouveau droit par un droit pour les activités non télétravaillables, comme les activités d'agents de nettoyage, de caissières, commerçants, etc., à un droit à un jour chez moi. Peut-être un jour chez moi qui serait une journée de formation ou une journée de respiration, d'ouverture à la culture, au sport, que sais-je. En tout cas, il me semble que c'est un sujet dont les pouvoirs publics pourraient s'emparer. Mais bien évidemment, cette dualité n'est pas la seule et cette inégalité n'est pas la seule que génère le télétravail. J'en ai identifié d'autres. Première,
Peut-être on l'oublie, mais c'est d'abord une inégalité, enfin un renforcement des inégalités au niveau mondial. De la même manière que, je dirais, l'ère industrielle, la révolution, enfin révolution industrielle, pas la première, mais la dernière qu'on a appelée la mondialisation, a eh bien généré des inégalités entre les ouvriers, entre ceux qui bénéficiaient je dirais d'un droit du travail qui faisait augmenter leur salaire, et ceux qui n'en bénéficiaient pas et donc qui ont été eh bien des zones de pratique de ce qu'on peut appeler le dumping social. Eh bien aujourd'hui, de la même manière, le télétravail va permettre à certains employeurs peu scrupuleux de pratiquer une forme de dumping social. Le patron de Facebook, je crois que je l'évoquais la dernière fois, a de façon assez claire exprimé le fait que le télétravail allait lui permettre eh bien, d'embaucher des ingénieurs en Inde et de les payer au prorata, enfin voilà, en fonction du pouvoir d'achat de l'Inde plutôt que de celui de la Silicon Valley. Donc on voit très bien qu'il va y avoir une nouvelle concurrence mondiale qui va être générée par cet accès généralisé au télétravail. Ça, c'est une première chose. Alors, comment lutter contre ça? Bon, ça, c'est au niveau de l'Organisation internationale du travail, sans doute que ça se joue. Le moyen déjà le plus efficace, c'est d'interdire le travail à 100%. Moi, je sais que ça n'est pas encore à l'ordre du jour, mais il me semble que ça peut être le moyen le plus simple pour éviter ce type de dumping social et obliger voilà, un travail qui sera un travail hybride entre télétravail et présentiel. Deuxième type d'inégalité, les inégalités sociales, nous venons de le voir, entre selon le domicile des travailleurs. Là aussi, on pourrait peut-être réduire cette inégalité en proposant une participation de l'employeur aux frais généraux du salarié, peut-être de façon inversement proportionnelle au salaire, par exemple. Troisième inégalité, les inégalités générationnelles. Non seulement il y a des différences sociales entre les générations, puisqu'évidemment, quand on est plus jeune, on gagne moins bien sa vie et donc, en général, on vit dans un appartement moins confortable. Mais derrière ça, il y a aussi toutes les inégalités liées à la formation, à l'encadrement et à la question de la reconnaissance. Comment voulez-vous qu'un jeune qui télétravaille soit repéré par son employeur? Enfin, il peut l'être, mais c'est bien plus difficile qu'en présentiel, où on repère aussi, vous savez, une personnalité, quelqu'un qui aura une certaine façon de s'exprimer, une agilité, une vivacité. Tout cela est beaucoup plus compliqué quand on est en télétravail. Donc, est-ce que ça ne va pas ralentir la carrière des jeunes? C'est quand même une question. Et donc, on pourrait imaginer peut-être un système de mentoring qui soit renforcé avec cette nouvelle modalité de télétravail. Ensuite, les inégalités sexuelles, là aussi, on l'évoquait assez rapidement au cours de la dernière séance. Les femmes cumulent, les études le montrent, cumulent à domicile les tâches professionnelles et domestiques. Donc, comment éviter que ce work from home eh bien, soit synonyme de retour à la maison pour les femmes? Je veux dire que le travail, ça a été quand même l'un des grands acquis de la cause féminine. Ce serait quand même dommage qu'au prétexte d'une innovation technologique, on fasse régresser le droit des femmes. Eh bien là aussi, il va falloir faire preuve d'inventivité, hein, peut-être imaginer des tickets ménage, des tickets garde d'enfants sur le modèle des tickets restaurants qui seraient distribués aux femmes ou aux personnes qui seraient, parce qu'il peut y avoir aussi des hommes, mais en charge en famille monoparentale de leurs enfants. Bon, c'est encore une fois une voie à explorer. Enfin, dernier type d'inégalité que j'identifie, vous en verrez peut-être d'autres, question, difficulté de pratiquer le télétravail en situation de handicap. Ça a été évoqué dans quelques articles sur lesquels je suis tombée. Le télétravail est difficilement compatible, par exemple, avec le langage des signes, qui ne passe pas que par la vue, comme on pourrait le croire, mais aussi beaucoup par voilà, une sorte d'énergie, une présence physique, et donc les personnes qui pratiquent le langage des signes évoquent pour l'instant de sacrées difficultés à pouvoir suivre des visioconfs. Mais également, au-delà de tout ça, la question de la solitude, la question des addictions, des nouvelles formes de harcèlement. On l'évoquait aussi, donc j'ai un petit peu cherché. À ce jour, je n'ai pas trouvé de travaux, je dirais, scientifiques sérieux sur la question. Mais évidemment, peut-être que le licenciement par Zoom
qui est une pratique qui a déjà été explorée par un certain nombre d'employeurs, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien, ça peut être considéré comme une forme de harcèlement. Enfin, imaginez ce que c'est que de se connecter à une visioconf et d'apprendre à cette occasion qu'on est licencié. C'est quand même quelque chose dont, voilà, je pense que le droit du travail va s'emparer de cela et ce serait très bien, mais on voit bien que au-delà de ça, il y a aussi la question peut-être de la médecine du travail qui pourrait, pourquoi pas, venir à domicile, vérifier que tout se passe bien, qu'on est bien, qu'on souffre pas ni de harcèlement, ni de solitude depuis son domicile. Voilà, on a un peu une impression comme ça de catalogue, mais c'était l'enjeu de cette séance. Hein. J'espère que ce n'est pas trop dense. Nous en arrivons à la question suivante qu'on peut se poser, qui est comment maintenir le lien à l'entreprise et au projet collectif. Ça, c'est une question qui concerne non seulement les télétravailleurs, mais aussi beaucoup les employeurs, hein, tous en train de se poser. Alors, il y a toujours cette réponse qui consiste à articuler obligatoirement télétravail et travail présentiel. Je sais que sont explorées aujourd'hui des expériences du type visio d'équipe, un petit peu voilà sur un mode de convivialité et pas forcément uniquement des réunions de travail. Peut-être pourrait-on généraliser aussi les séminaires en présentiel et pas seulement pour les cadres, hein, pour renforcer la cohésion d'équipe et aussi tout ce qui déjà commençait à exister avant la généralisation du télétravail, du type mentoring. Je vous rappelle que le mentoring est cette forme de relation entre un senior et un junior qui n'est pas fondée sur un rapport hiérarchique, mais plutôt sur un échange de compétences et qui permet justement, dans des échanges informels, eh bien, d'accompagner à la fois l'un et l'autre d'ailleurs, parce que le junior peut aussi beaucoup apprendre au senior. Dernier point pour cette deuxième partie, comment maintenir les liens informels et de solidarité indispensables au progrès social. Alors là, moi, j'avoue que je ne sais pas comment ça va se passer avec ce télétravail, si ce n'est qu'on pourrait peut-être demander aux entreprises de mettre à disposition leurs locaux, un peu comme elles le font avec des salles de réunion qu'elles mettent à disposition des comités d'entreprise, eh bien mettre à disposition leurs locaux pour que une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, l'ensemble des salariés qui le souhaitent puissent se réunir pour parler d'autre chose que de leur travail, mais pour parler de leurs conditions de travail, des modalités dans lesquelles ils travaillent et éventuellement eh bien, formuler des revendications, des demandes à l'égard de leur employeur. Voilà pour cette deuxième partie. Nous en arrivons, et je vous rassure, avant que nous puissions ouvrir le débat, qui est quand même l'objectif de cette séance. Comment le télétravail peut-il contribuer à bâtir une société plus juste et plus écologique? Alors, vaste programme, me direz-vous. Bien évidemment, cette question dépasse largement le télétravail. Nous aurons l'occasion, je l'espère, la semaine prochaine, de l'explorer davantage avec le travail au sens large. Mais nous avions déjà vu la semaine dernière que tout reposait d'une certaine façon sur la question du productivisme, productivisme qui est voilà la modalité de travail qui est aujourd'hui hégémonique dans nos sociétés et qui consiste en la quête illimitée de production maximale, cette idée qui serait donc la finalité de l'activité économique et même de la société humaine, c'est ce productivisme, c'est cette idée qui est foncièrement quand même la cause de la détérioration de notre rapport à la nature, puisque nous sommes passés d'une métabolisation, je dirais, harmonieuse, quand nous transformions la nature en respectant son cycle, à finalement une forme d'exploitation et d'épuisement dont nous savons tous qu'elle n'est pas durable. Donc, en adoptant des modalités de travail plus respectueuses de la nature, de soi-même, des autres, du monde, on pourrait peut-être changer le rapport de production, le rapport au productivisme et renouer avec quelque chose de plus sage, si vous voulez. Alors, est-ce que le télétravail peut nous aider à cela?
nous avons vu que déjà le télétravail réduit nos déplacements et du coup nous permettrait d'éviter voilà, cette multiplication des déplacements qui est évidemment néfaste pour le climat. Bon, ça c'est une première chose. Mais au-delà de ça, il faudrait peut-être que le télétravail nous amène à sortir, encore une fois, de cette auto-exploitation que nous avons de nous-mêmes, de ce rapport illimité au travail que nous pouvons avoir, et du coup, nous aide plutôt à cesser de surobéir et finalement à essayer de pratiquer un travail plus résistant, un travail qui s'aménage des micro-indisciplines, des petits braconnages pour lutter contre cette précarisation subjective dont nous avions vu contribuer à une dépossession de soi provoquée par un travail trop invasif. Voilà, comme cela peut être le cas dans un certain nombre d'études qui montrent qu'en télétravail, on travaille sur des amplitudes horaires trop grandes, on travaille trop tard le soir, on travaille trop longtemps. Comment résister contre cela? Cela passe là aussi certainement par l'éducation, mais aussi peut-être par une vraie introspection ou même l'ouverture d'un débat de société sur la société que nous voulons construire, le rapport au travail que nous souhaitons avoir, peut-être revenir sur ce rapport, je dirais, existentiel dont nous avons vu qu'il était central dans le travail, questionner cette façon dont nous souhaitons que le travail conditionne notre nature humaine et donc ne pas faire l'impasse dans la réflexion sur le télétravail sur ces questions-là. Est-ce que, dernier point avant ma conclusion, est-ce que les outils technologiques dont nous disposons peuvent nous aider à nous poser ces questions? Je ne sais pas. Peut-être d'ailleurs des innovations sont-elles en cours aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que l'organisation du travail via Zoom notamment, c'est que l'organisation de l'agenda partagé sur Outlook, par exemple, ne va pas au sens d'une libération, mais va plutôt dans celui d'une tâcheronisation dans la mesure où, encore une fois, on assiste à cette compartimentation du temps, à cette programmation à l'avance du temps et donc à cette dépossession finalement de son propre temps subjectif dont le télétravail risque d'être un accélérateur. Voilà, j'espère que tout cela reste digeste. En tout cas, au terme de cette séance, nous avons ouvert des questions, identifié des voies d'exploration. J'espère que ça va alimenter vos commentaires, de nouvelles questions, de nouvelles remarques. De toute façon, la réflexion ne fait que commencer pour nous, mais pour, je dirais, l'ensemble des travailleurs dans le monde. Ce qui me semble important de garder à l'esprit maintenant, c'est qu'on voit bien que derrière toutes ces questions se pose à nouveau celle du travail au sens plus large que le télétravail. Et c'est une sorte de teasing, mais il y a deux thèmes transversaux qui, à mon avis, surnagent de toutes les questions que nous avons évoquées, qui sont la question notamment du rapport au temps qu'induit notre travail, et aussi, vous le verrez, la question de notre rapport au langage. Et ce sont ces deux sujets que, si vous le voulez bien, nous explorerons la semaine prochaine en guise de dernière séance. Voilà, d'ici là, je vous laisse la parole et je vous remercie. Comment continuer à faire corps s'il y a quelqu'un qui est à Dubaï, l'autre au Japon et le troisième à l'Amérique du Sud, à la limite pour caricaturer, comment on pourrait faire, n'oublions pas qu'on est une fonction publique, que le statut nous impose d'être à moins d'une heure ou à moins de 50 kilomètres, disons, près de notre lieu de travail. Il y a aussi la question de comment on fait corps. Mais cette question s'était posée dans le contexte de l'élargissement. Et la commission a souhaité à un moment donné prendre des collègues qui parlaient le gaélique ou le finnois et tout ça et de les faire travailler à partir de leur pays d'origine, c'est-à-dire sans le coefficient correcteur, sans sans finalement les 16% et tout ça. Et donc il y a quand même par rapport à faire corps et ensuite par rapport à ce qui peut être possible comme une dégradation. On pourrait créer des offices et ces offices-là pourraient travailler un peu éparpillés un peu partout. Et donc,
Et donc, on aurait finalement des interlocuteurs comme on a parfois pour certains services téléphoniques où manifestement les gens sont au Maroc ou ailleurs. Et donc là, il faut faire attention sur comment on fait corps et les doubles inégalités qui seraient instaurées, pas simplement les plus riches, comme dit l'intervenante qui irait, par exemple, dans les endroits finalement ensoleillés, mais, mais aussi la différence qu'il y a entre une élite salariale qui resterait sur le lieu de prise de position du pouvoir et les autres qui seraient éparpillés et atomisés. Et à ce moment-là, on a des revendications collectives, etc. Tout à l'heure, Fanny disait, vous pouvez résister, vous pouvez résister si quelqu'un vous demande d'aller au-delà de 18h30. Or, vous pouvez résister, pour nous qui sommes un syndicat, c'est nous pouvons résister collectivement. Et donc la question, c'est pas simplement comment résister, et c'est toujours plus difficile de résister individuellement. Comment, la question c'est comment, en tant que corps, on a une conception de notre métier, on a des exigences par rapport à sa réalisation, on défend de travailler dans des conditions qui permettent l'activité, parce que le télétravail peut aussi signifier des tâches qui sont données avec un contrôle. Ça les gens l'oublient, qu'on pourrait dire, tu es au PMO, tu dois faire 20 remboursements par jour. Si tu fais 22, eh bien, tu es mieux noté. Si je téléphone, par exemple, à Monique Breton, et le système peut me dire, ça fait 2 jours que c'est pas branché, par exemple, alors que ce téléphone. Donc, il y a cette dimension-là qu'il faut pas occulter. Et en fait, ce qui, moi, m'inquiète le plus, c'est pour ça que nous, en tant qu'organisation, on favorise ce type de réflexion, c'est que du fait de la pandémie, nous sommes dans une marche forcée vers un télétravail massif sans que nous puissions être en mesure de réfléchir, sans qu'on peut dire comment on va être logé. Par exemple, on nous dit à Bruxelles, mais c'est le cas aussi dans d'autres institutions, on nous dit par exemple, dorénavant, il y a des bâtiments et ces bâtiments ne pourront accueillir que 6 salariés sur 10. Ça veut dire, comme le disait Tina Matrici, ça veut dire que de facto, si moi je vais aller au bureau et que la place est occupée, bon, je me retrouvais comme à Béliard avec WeWork, je ne sais pas si vous connaissez ce bâtiment, où il y a 3000 abonnés pour 800 places et on arrive le matin, on fait la queue et comment. Bon, donc il y a beaucoup de questions et s'il est indéniable que le télétravail permet des avancées, mais c'est ce que euh, cette réunion qui permet aux uns et aux autres d'être ailleurs qu'à Bruxelles, et comme nous organisons nos réunions d'organisation ou le comité de rédaction de GRASP, disons, en disant il y a quelqu'un qui est en Italie, donc on le fait. Donc s'il y a des avantages, sa généralisation pose des problèmes et il faudrait que nous ayons la maîtrise. Et il faudrait que nous ayons les maîtrises en ayant aussi la maîtrise des choses qui existent. Parce que nous, ce qu'on a comme expérience, c'est le télétravail un peu disons, la pandémie. C'était un télétravail des cadres, euh, depuis toujours, en gros. Hein, nous ne sommes pas conscients des risques bureautiques, nous ne sommes pas conscients des risques psychosociaux, nous ne sommes pas conscients de la façon dont ça va être affecté notre travail. C'est pourquoi que nous préconisons, disons, une démarche qui consisterait à réfléchir sur le travail, à en discuter une fois qu'on sera sorti de la pandémie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de collègues ont peur d'une certaine façon, et ils risquent de dire, ben ok, on est chez nous, c'est bien, on a notre bureau, on nous donne un écran, simplement que dans un contexte budgétaire dégradé, où la rubrique recette, c'est 2,5 milliards de moins, je veux dire, si on nous donne plus, on va nous le prendre quelque part, et on va nous le prendre sur les bâtiments, sans que nous l'ayons choisi, sans que nous soyons consultés sur comment on va être hébergé. Moi, je ne suis pas contre, a priori, des open space. You4You, c'est open space pour la majorité du part. Mais il faut que ce soit choisi, ça corresponde à une logique de travail et ce soit un mieux-être du point de vue du travail. Et toutes ces questions sont ouvertes et c'est pourquoi donc nous avions pris aussi l'initiative de faire ces séminaires et revenir de manière plus précise sur la question qui était posée. Nous avons obtenu de la part de l'employeur 15 jours, par exemple, de télétravail pour faire la quarantaine qu'on y va.
je vous signale qu'il y a déjà la presse, parce que la commission ne va pas regarder, la presse ne va pas regarder ce qui se passe à Barcelone, où tout le monde est quasiment parti. La commission, la presse va regarder ce qui se passe chez nous. Et déjà, la presse, par exemple, francophone, une presse francophone, nous a critiqué sur le fait qu'on doit partir, c'est dans Libération, qu'on doit partir de chez nous et aller télétravailler dans notre pays. Donc, on va propager le virus et puis ensuite, on sera privilégié. Donc, c'est pourquoi, puisqu'on est sous le feu des projecteurs, un contexte où nous discutons du budget communautaire et des économies, que l'institution, en se basant sur le statut existant, eh bien, donné qu'une délégation de 15 jours, pour dire ce que disait sur le collègue grec, précisément parce que déjà, alors que c'est one shot, 15 jours à Noël, déjà, il y a eu la presse qui nous a critiqué en disant, vous voyez, les fonctionnaires, la commission préconise qu'on se confine, et eux, ils bougent, et on le facilite, le fait de bouger, etc. Voilà, on est dans un contexte populiste, et donc nous devons, en tant que corps, puisque nous sommes on est sous les projecteurs, nous devons faire attention pour défendre la fonction publique et la construction européenne, parce que les détracteurs de la construction européenne s'attaquent à la fonction publique et donc s'attaquent à nous, et donc nous devons en quelque sorte être exemplaires. C'est aussi une dimension supplémentaire. Merci de votre patience.